Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans les chansons de ma vie sur Radio J, mesdames, messieurs aussi, bien entendu, mais surtout mesdames, vous allez être comblés. Celui que nous recevons aujourd'hui incarne, évoque et chante l'amour sur tous les tons et à tous les temps depuis maintenant 50 ans. Oui, c'est le dernier des grandes Latin Lovers que nous recevons aujourd'hui sur Radio J, en la personne de monsieur Frédéric François. Bonjour Fredo, comment ça va? Bonjour, super. Et cette présentation vous va? Le dernier des Latin Lovers? C'est un des C'est derniers. parfait, c'est parfait. Bon, Frédéric, on va pas mentir à nos auditeurs, on va bien sûr garder le vouvoiement de convenance, mais on va vraiment avoir du mal à se vous voyez parce qu'on se connaît un petit peu Oui, on dans va la avoir vie. vraiment du mal. Ça fait quelques jours qu'on se connaît. Oui, 2 jours, deux Deux jours, décennies. Exactement. Fredo, on va tout de suite évoquer votre actualité, La liberté d'aimer, que nous allons entendre d'ailleurs. Cet album, il est sorti le 29 janvier. Exact, un oui. album pour les amoureux, ça tombe bien ce soir. Pour la Saint-Valentin, c'est parfait. Et surtout, un album qui cartonne. Ça fait quoi, Fredo, au bout de 50 ans de carrière, de voir que les gens vous attendent toujours et sont toujours là et sont toujours présents? Mais je crois que le public, j'ai un public fidèle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils adorent la musique, ils sont très difficiles, et je pense que je leur apporte et le texte et une musique qu'ils ont envie de chanter, des refrains qu'ils ont envie de chanter, des chansons qui se transmettent de génération en génération, et à chaque fois, moi j'ai toujours une appréhension, parce que voilà, l'artiste, les angoisses de l'artiste, en me disant, voilà, est-ce qu'ils vont apprécier ce que je leur ai préparé? Pourquoi? Parce que j'essaie d'évoluer, d'épouser l'air du temps et musicalement de leur apporter ce qu'ils entendent aujourd'hui à la radio. Et donc voilà, il y a un mélange de la patte Frédéric François qui écrit toujours d'une certaine façon, qui est la mienne, et puis les arrangements qui évoluent. Et les gens, la nouvelle génération, eh bien, ils adhèrent en fait, c'est tout simple. Ils adhèrent, et cette chanson-là, La liberté d'aimer, waouh, elle cartonne. Ce qui est absolument dingue, je le disais pour avoir le bonheur de vous connaître, 38e album et vous avez le track comme un débutant. On a l'impression que votre meilleure chanson, c'est toujours celle qu'il reste à dernière. faire. C'est assez étonnant. On pourrait penser que vous êtes assis sur certaines certitudes. Absolument pas. Non, on peut pas. Rien n'est jamais acquis en fait. On peut pas me dire oui, moi, j'ai vendu autant de millions de disques, j'ai écrit Laisse-moi vivre ma vie, Chicago, Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne et j'en passe et j'en passe. Mais non, tout ce qui est passé, le passé n'existe plus. En fait, quelque part dans ma tête, bien sûr, ils accompagnent les chansons au quotidien, mais les médias, ils attendent quoi? Et le public attend quoi? Ils attendent toujours la dernière, la nouvelle chanson. Et donc, mon dernier bébé, c'est celui que j'aime, c'est celui que... Vous avez quand même la sensation d'avoir quand même surpris avec ce dernier titre. Il y a des réactions que j'imagine que vous n'attendiez pas. On a l'impression qu'il y a tout un nouveau public qui est en train de vous découvrir. Dans un premier temps, je me disais, voilà, j'ai toujours chanté des chansons individuelles. C'est la première fois que je chantais Tous les amours. Et je me disais, comment va réagir le public, hein? Et voilà, il se trouve que le public a très bien réagi. Pourquoi? Parce que c'est une chanson sur la tolérance, c'est une chanson d'amour universel, une chanson d'amour où il n'y a pas ni de frontières et aucune différence. Et donc voilà, tout le monde se retrouve dans cette chanson. Vous chantez tous les amours. Et je chante tous les amours, en fait. On l'écoute un petit peu, cette chanson? Allez, Avec on y va. plaisir. La liberté d'aimer. Cette chanson, elle tient une place importante pour vous. C'est quoi? C'est la chanson du grand retour? C'est quoi cette chanson pour vous? Oui, ça peut être la chanson du grand retour. Voilà, c'est la chanson de la maturité, ou comme un grand frère, comme un ami, où je dis tout simplement, chaque être humain a le droit au bonheur et à réussir sa vie amoureuse, tout simplement. Vous parlez de la maturité. Il y a des choses que vous vous autorisez à chanter aujourd'hui que vous n'auriez pas osé chanter il y a quelque temps? Oui, sûrement. Tout le monde. Quand on a 20 ans, moi, je voulais chanter « Je voudrais dormir près de toi ». Bien sûr, viens te perdre dans mes bras. L'amour, Je n'ai l'amour, jamais l'amour. aimé comme je t'aime, c'est normal. Avec le temps qui passe, peut-être qu'on aborde d'autres sujets. Voilà, comme des chansons qu'on a écrites, bien sûr, L'enfant qui vient d'ailleurs, Paix sur la terre, enfin plein de chansons qui sont des chansons d'amour universelles ou des chansons d'amour où les gens se retrouvent dans les chansons, c'est leur histoire, ils s'approprient les chansons. Et je pense que c'est bien
de diversifier comme ça et de partir sur peut-être des fois d'épouser l'actualité, tout simplement. Tu vois, c'est Je des comprends. choses qui sont dans Et l'air. c'est ça, vous l'autorisez aujourd'hui, et peut-être qu'il y a quelques années, vous n'auriez peut-être pas osé le faire. Je ne voulais même pas chanter Laisse-moi vivre ma vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais toujours chanté Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Oui, vous vouliez des choses positives. I love you, je t'aime, je voudrais dormir près de toi. Et quand on m'a présenté Laisse-moi vivre ma vie, je dis mais non, je peux pas, moi, dire à une fille, bah écoute, va, laisse-moi vivre ma vie, je fais ce que je veux. Et je me disais non, je peux pas chanter ça. Et vous avez en bien fait de la chanter. Oui, on a même essayé de changer le titre. Non. Et en studio, je demande au parolier, non, tu dois me changer ce titre. Le Et parolier puis, qui était Marino Atria, c'est Marino ça? Atria. Donc il me change le titre, je suis en studio et je chante Désormais je suis à toi. Oh non, c'était mieux l'autre. Et là je me suis dit non Fredo, là tu déconnes. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie quoi. Alors, Fredo, on va rappeler le principe de l'émission, les chansons de ma vie sur Radio J. C'est vous qui avez concocté le programme, et votre premier choix dans ces chansons de votre vie, c'est Dalida avec Oui. Au Sole Mio. Alors, c'est quoi ce disque? C'est le premier 45 tours que vous avez eu à la maison? C'est le premier. Voilà, on habitait en face d'un charbonnage. Mon père était ouvrier mineur, bien sûr. Et le dimanche, à la maison, c'était la Passe dominicale, cette tradition qui continue aujourd'hui chez moi. Et on savait qu'après le déjeuner, mon père avait bu 1 verre, 2 verres, 3 verres de vin. Et là, on pouvait lui demander tout ce qu'on voulait. D'accord. Et alors, comme on allait voir la télévision chez des copains et tout ça, on s'est tous réunis, les frères et les sœurs. Hein. À l'époque, nous étions 6. 6 déjà à l'époque. 6 frères et sœurs. Et on s'est dit, papa, on veut la télé, on veut la télé, on veut la télé. Et mon père m'a dit, mais oui, les enfants. Et il nous a pris par la main. On a traversé une rue, il y avait un grand magasin d'électroménager. Et je revois tous les enfants, moi aussi, devant émerveillés par toutes ces télévisions-là. On s'est dit, on va voir la télé, c'est génial. Un voulait celle-là, un voulait celle-là. Moi, je veux celle-là. Et à un moment donné, mon père, bien sûr, pousse la porte. Il la pousse 1 fois, 2 fois. Cette porte ne s'ouvre pas. Il nous regarde et nous dit, ne vous inquiétez pas les enfants, nous reviendrons dimanche prochain. C'est une belle histoire. Et nous, on revient le dimanche d'après, bien sûr. Et c'était fermé. Et c'était fermé. Mais comme les enfants sont très intelligents, on a tout de suite compris qu'il fallait y aller en semaine. Mais lui, c'était sa manière à lui de ne pas vous refuser les choses et de ne pas vous dire qu'il n'avait pas les moyens d'acheter ce on poste savait de pas, nous, télévision. qu'il n'avait pas les moyens, tu vois, malgré que, bon, on habitait en face des charbonnages, pas de télévision, pas de voiture, rien du tout. Et voilà, et en semaine, on part. Waouh, la porte qui s'ouvre. Et là, c'était... Oh, la porte s'est Elle s'est ouverte. ouverte un jour. Tu vois? Et alors, on regarde mon père. Et mon père, finalement, achète un meuble radio avec un pick-up à l'intérieur. Et nous, on n'osait rien dire parce qu'on était partis là pour la télévision. Pour la télévision. Et le vendeur d'électroménager vendait des disques aussi. Et il a acheté un disque qui s'appelait Au Sole Mio. Donc on est rentré à la maison. Il y avait ce meuble qu'on a mis dans un coin. Je revois encore ma mère et tous les enfants regarder ce disque tourner comme si c'était comme si c'était un ovni, quelque chose qui tournait. Magique. Voilà, c'était magique. Un disque de chez Barclay. Et c'était Au Sole Mio, Dalida. Et voilà, c'était la chanson. Vous aviez quel âge, là, Fredo, à ce moment-là? Je devais avoir 10 ans. Vous êtes arrivé à quel âge de l'Arcara Fridi, de votre Sicile natale? Voilà, je suis arrivé à l'âge de 4 ans et demi. D'accord. Donc j'ai connu mon père à l'âge de 4 ans et demi. C'est ça. Votre papa était déjà venu Oui. à la mine. Il travaillait à la mine, je crois. Oui, c'est il ça, travaillait hein? dans les mines de charbon. Voilà, il devait absolument, il avait signé un contrat comme quoi il devait travailler 3 ans dans le fond. Oui. Et puis, après les 3 ans, il pouvait faire venir sa famille. Donc, je suis arrivé un jour par un train avec la Croix-Rouge. Et puis, nous sommes arrivés gare de Liège. Et puis, on a vu, moi, j'ai entendu un homme crier le nom de ma mère, Nina, Nina, Nina. Et je me disais, mais qui c'est ce mec-là qui appelle ma mère? Tu vois, je me suis caché derrière la jupe de ma mère. Et ma mère m'a dit, mais c'est ton père, c'est ton père, c'est ton père. Donc il m'a pris dans ses bras. Voilà, et depuis ce jour-là, il est devenu mon idole parce que, comment je veux dire, il avait un physique, il était mince, il était assez grand. Il avait des yeux, mais de biche. Pourquoi? Parce qu'en travaillant dans le fond, il pouvait se laver 100 000 fois les yeux, et c'est comme s'il avait mis du Du rimel. rimel, tu vois, autour de ses yeux. Donc c'était waouh.
Et en plus, il avait sa guitare. Et en plus, il chantait tous les C'est ça, dimanches. ce papa que vous avez souvent évoqué au fil de vos chansons, ce papa était aussi chanteur. C'est lui qui vous a un petit peu quand même donné oui. le virus et qui vous a épaulé au départ. Bah oui, c'est lui qui apportait des sérénades en Sicile. Il avait deux copains, un guitariste, un violoniste, pardon, et un gars qui jouait de la mandoline, parce que lui jouait de la guitare. Donc, il apportait des sérénades. Ça, c'est pas comme dans les films, c'était la vérité. Et donc, il a immigré avec sa guitare. Et donc, je devais avoir 10 ans. Tous les dimanches matins, il chantait toutes des chansons d'amour, que des chansons d'amour. Et un jour, il m'a dit, voilà, prends la guitare, je vais t'apprendre 3 accords. Parce que les grandes chansons, en fait, elles sont faites sur 3 accords. Elles sont très simples Elles sont finalement. très simples. Et voilà, j'ai commencé à l'accompagner. Et donc, voilà, il m'a commencé à chanter. Et à mon avis, il a décelé quelque chose en moi. Et donc, il a mis toutes ses économies en moi. Parce que lui, Et il tous y ses croyait. espoirs aussi. Et tous ses espoirs, bien sûr. Il avait ce rêve quand il disait à ses copains, mon fils va devenir une star. Sûrement que tous ses copains rigolaient parce que Mais c'était votre désir à vous ou c'était plutôt le désir de votre papa à l'époque? peut-être au départ, c'était le désir de mon père. Oui. Mais comme il a joué un rôle d'impresario et qui m'a fait rentrer dans un orchestre qui s'appelait Les Éperviers, Oui. déjà à l'âge de 13 ans, et donc je me suis retrouvé sur une scène en train de jouer des Shadows, en train de jouer toutes les chansons populaires de l'époque, et je commençais à chanter, des gens qui applaudissaient et tout. Waouh, j'ai été pris par ce virus de la musique, le bon virus, tu vois, je veux dire. Vous vous êtes vite aperçu que votre voix avait le pouvoir de donner du bonheur aux autres? Oui, parce qu'il y avait des applaudissements et tout. Mais voilà, on était dans cette insouciance, disons. Oui, quand j'ai vu ce disque tourner, je me disais, waouh, si un jour je peux Mon nom enregistrer peut ma être, voix et ça tourne aussi sur un tourne-disque, c'est génial, tu vois. Et donc, voilà, on a fait plein de petites choses d'un groupe, on est passé à un autre, on a fait des concours de chant. Ça, nous allons en parler tout à l'heure de Voilà. ce concours de chant qui a été hyper important pour vous. À vous écouter parler, on sent bien que les finances, c'était pas top à la maison, mais en revanche, il y a quelque chose qu'on entend aussi dans votre discours, vous n'avez jamais manqué d'amour. Ah non, jamais. Ah non, 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 c'était une famille, le bonheur total. Voilà, mon père chantait des chansons d'amour, ma mère préparait le déjeuner, elle sortait de sa cuisine, elle se mettait contre la porte, je la revois encore, elle fredonnait le petit refrain et puis elle repartait. Et puis voilà. Une fratrie de combien d'enfants vous étiez combien? À l'époque, 6, et puis ça a fini avec 8 enfants, sans la télé, normal. C'est normal. Il a acheté un pick-up, tourne-disque, s'il avait acheté la télé, ça ne serait pas arrivé. les soirées étaient longues. Alors, Dalida, c'est l'émotion que vous ressentez en écoutant cette chanson. Vous vous en souvenez de cette émotion-là lorsque, à 5 ans, 6 ans, vous écoutez ce O Sole Mio, ça vous procure quoi? Vous vous en souvenez de ça? Quand mon père chantait, pour vous dire la vérité, il laissait la porte ouverte. Parce que quand quelqu'un passait, il voulait qu'on l'entende chanter. Parce qu'il avait une belle voix. Il chantait des airs d'opéra, des chansons d'amour. Mais moi, n'ayant pas la radio, je ne connaissais pas ce qui était dans l'air du temps. Tout ça me dépassait, quoi. J'écoutais bien sûr des disques d'opéra, toutes ces chansons napolitaines. Il a fallu que j'ai 10, 11 ans et rentrer dans un groupe pour comprendre qu'il y avait d'autres chansons. Les Shadows, Oui. Elvis Presley. Un autre répertoire. Un autre répertoire, oui, bien sûr. Dalida, vous l'avez rencontré plus tard, une fois que vous êtes devenue vedette. Oui, Dalida, c'est le fil, on dirait que c'est un fil conducteur de ma vie. Tu vois, le premier disque qui tourne à la maison, C'est elle. sur un pick-up, c'est elle. La première fois que j'arrive à Paris et je présente un disque à Europe 1, qui m'accueille? Le mari de Dalida. Lucien Maurice. Lucien Maurice. Et ce gars, je revois encore ce petit bonhomme tout frisé avec des yeux très clairs, peut-être des yeux bleus, qui vient vers moi et qui me prend par les épaules et qui me dit, nous deux, on va réussir. Oh, on m'avait jamais dit ça. C'est Je me dis, génial. est-ce qu'il dit la vérité? Tu vois ce que je veux dire? Bien Est-ce qu'il sûr. dit la vérité? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pour la première fois, je passe sur les antennes d'Europe 1. Voilà, c'est comme ça que tout Donc, a commencé. Dalida, encore là, présente, et par son ex-mari, quoi. Voilà. Et puis, par après, elle me remet... Bien sûr, je la rencontre dans toutes les émissions de Guy Lux. Un jour, elle me remet le disque d'or de Mon cœur te dit je t'aime. Donc, elle est encore une fois présente. Oui. Et cette fameuse année où elle nous a quittés, malheureusement, nous devions faire une tournée ensemble. Il n'y avait pas de Elle vous première avait pas partie. demandé d'écrire des chansons pour elle? Elle vous avait pas demandé de composer pour elle? Il me semblait que j'avais lu ça quelque part. J'ai certainement. Non, j'ai pas je écrit pensais. pour elle. Non, mais qu'elle vous avait demandé, qu'elle vous avait Non, sollicité. elle m'a pas demandé. D'accord, je croyais. Non, ça aurait pu se faire. Si on avait fait la tournée et tout ça,
mais tout dépendait d'Orlando. C'est ça. Il fallait que ça plaise à Orlando. Il fallait que ça plaise à Orlando. Bon, écoutez, Orlando n'est pas là ce soir sur Radio J. En revanche, Dalida et Au Sole Mio, on l'écoute tout de suite. Dalida, Au Sole Mio, le premier choix des chansons de la vie de Frédéric François, que nous avons le plaisir d'avoir à notre micro ce soir sur Radio J. Fredo, à quel moment vous rentrez au conservatoire ? Donc je fais des études dans une école technique normalement pour devenir ingénieur. Oui. Et donc je fais mes 3 ans, ça s'appelait comme ça, de A3. Oui. Et puis l'autre année était les années A2, comme ils s'appelaient, D'accord. pour devenir ingénieur. Et donc, voilà, avec les orchestres et tout ça, j'ai commencé à jouer tous les samedis, les dimanches. Et donc les études commençaient à en pâtir un petit peu. Oui, je revenais à 3 heures du matin. Et donc, voilà, le lundi matin, on avait des cours. Il y avait 10 cours sur la journée. Et donc, voilà, quand je ratais 4-5 cours, il fallait que je les rattrape. Waouh, mon père était convoqué. Il arrivait avec un grand manteau, tout gominé, tu vois. Mes copains qui rigolaient. Mais bon... Voilà, et puis voilà, il a fallu que je décide qu'est-ce que je fais. Je continue ou je m'inscris au conservatoire et je prends tous les cours possibles et inimaginables au conservatoire. Notamment des cours de diction. Donc, je me suis dit, si tu veux chanter en français, tu dois avoir une bonne prononciation, tu dois prendre des cours de phonétique. J'ai pris des cours de diction, j'ai pris des cours d'art dramatique, j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de violon, les cours de solfège et les cours de chant d'ensemble. En fait, j'avais rempli toute ma semaine. Je crois savoir que vos parents ont fait tous les sacrifices pour pouvoir vous offrir ces cours. Bah oui, parce qu'ils devaient m'acheter tous les cahiers. Donc ils vous ont vraiment porté à bout de bras. Quoi. Oui, je devais prendre le bus ou le tram à l'époque. Et quand j'avais 1 franc belge en moins, je descendais à 1 kilomètre et je faisais le reste à pied. Mais vous aviez déjà cette foi en vous. Vous sentiez déjà qu'il y avait une bonne étoile qui allait vous guider. Déjà à ce moment-là, vous sentiez que la lumière était là. Oui, à l'âge de 12 ans. Et je l'ai su par ma croyance et par le fait que dans mon subconscient, dans mes rêves, dans mes désirs les plus forts et ma foi, j'ai dit à mon subconscient, oui, un jour je serai chanteur. Je veux devenir. Vous êtes programmé pour ça. Je me suis programmé. Et donc tout ça m'a poursuivi tout le temps. Comme si quelqu'un me rappelait, hé là, c'est ça que tu dois faire. Tu m'as dit que tu devais être chanteur. Hein, l'esprit. Tu m'as dit que tu devais être chanteur. Alors maintenant, tu vas faire ça. Tu m'as dit que tu voulais faire un disque. Attention, tu vas faire un concours de chant maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça n'a pas arrêté. Comme si j'avais quelqu'un au-dessus de moi. Qui vous guidait? Qui me guidait tout le temps pour faire tout ce que je devais faire. Fredo, on est sur Radio J, une radio culturelle et cultuelle. Vous êtes quelqu'un d'éminemment croyant. Oh, avec une spiritualité hors du commun. Ah, expliquez-moi ça, tiens. Qu'est-ce que vous expliquez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez dire par une spiritualité hors du commun? Ben, j'ai une petite idée, mais... Oui, mais d'abord, envers les autres êtres humains. Voilà, moi, je prends le temps d'écouter les gens. J'aime bien ce côté... Vous devinez les gens aussi. Oui, cette complicité avec les gens, parler avec les gens. Voilà, pour moi, il n'y a pas de star et il n'y a pas de personne qui est en bas de l'échelle. C'est d'humain à humain, tu vois. Et donc, je reste positif. J'essaie d'aider même, tu vois, dans la vie, quand quelqu'un va pas bien, je lui dis des bonnes paroles pour qu'il aille mieux. Pour que ça remonte. Dans les moments les plus difficiles de votre vie, toute carrière et toute vie, il y a des hauts et des bas, il y a des pleins et des déliés. Dans ces moments-là, c'est la foi qui vous a tenu, c'est cette foi dont vous êtes en train de nous parler. La foi nous tient tout le temps. Et c'est pas seulement dans les moments où ça va mal. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, la foi, elle doit être là. Vous devez faire... Enfin, moi... Pour ma part, vous devez faire de la méditation, vous devez croire en Dieu, c'est écrit, c'est comme ça. Dans le monde où nous vivons, l'énergie, elle est là, avec un Dieu. Et donc, voilà, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire plein de choses, demande. Dieu pour vous, c'est le même pour tout le monde? Ah oui, bien sûr, il n'y en a qu'un. Alors là... il n'y a qu'un monde. Et donc, il n'y a qu'un Dieu. On ne pourrait pas avoir 36 000 dieux. Non, mais c'est bien de le préciser. Non, il n'y a qu'un Dieu. Et donc, voilà, vous avez le droit de vous confier, de parler, de demander et de recevoir. Mais il faut le faire avec la foi.
tout ce que vous faites avec la foi, vous le recevez. Il n'y a rien à faire. Nous sommes constitués tous comme ça. Parce que tu parles à ton subconscient qui, lui, enregistre tout ça. Et donc, voilà, il vous le rappelle au quotidien. Alors Fredo, on va reprendre Oui. le fil de votre vie. Il y a un concours qui a été vraiment fondateur pour vous. Il y a un concours qui a un petit peu changé la face des choses. Voilà, ça s'appelait le Micro-Sillon d'Argent. Et donc, moi, j'y suis allé avec l'orchestre Les Tigres Sauvages. Votre groupe de l'époque? Voilà. Dans le jury, il y avait Bob Jacquemin, voilà, qui avait fait partie de l'orchestre de Réventura. L'orchestre mythique de Réventura? Oui, de Réventura, c'est complètement fou, mais c'était comme ça. Et donc, voilà, quand ils ont délibéré, et puis ils ont dit, voilà, le premier prix est attribué à monsieur Francesco Baracato. Waouh, on a gagné le concours. Votre vrai nom à l'époque? Mon vrai nom. Et voilà, on a gagné le droit d'enregistrer un 45 tours avec 2 titres. Et voilà. Le seul petit problème, c'est qu'il fallait acheter les Voilà, 45 le tours X, c'est après. que mon père a dû acheter les disques. Voilà, ok, papa, ben, il va Le falloir pauvre. casser la tirelire et acheter les disques. Voilà, il les vendait de porte à porte comme ça. Et puis les amis dans des jukebox envoyés en Sicile. Et Raymond Wanin, qui était l'organisateur de ce grand festival, celui qui gagnait avait le droit de passer en première partie de Johnny Hallyday et Michel Polnareff. Et vous aviez 16 ans à l'époque. Voilà, 16 ans. Et moi, j'étais un fan de Polnareff. C'est ça, c'était votre idole. Oh, j'avais un cartable avec toutes ces photos que je découpais dans Salut les copains. Déjà à Le l'époque. vrai fan, le vrai Oui, fan. le vrai fan. Et voilà. Et puis, quand j'ai chanté en première partie de Michel Polnareff, je devais rentrer chez moi, j'avais pas de voiture. Et Michel Polnareff, pour rentrer à Paris, passait par chez moi. Et donc, Raymond Wanin lui a dit, Michel, tu veux pas raccompagner Le petit? le petit, hein, sûrement. Oui, bien sûr. Et me voici dans une Rolls. Non. Fred, dans une Rolls, à côté de lui, un pantalon en velours noir et un ciré couleur kaki. C'était la mode. C'était votre idole en plus. Oui, à côté de moi. Et donc, je suis incapable de dire si j'ai parlé ou pas, si j'ai dit oui ou non, tellement j'étais intimidé. Et le chauffeur, Sommeville, D'accord. et il m'arrête en face du charbonnage, avec une Rolls. Nous qui n'avions pas de voiture, pas de télévision, rien du tout. Le chauffeur qui était aussi un compositeur Oui, bien émérite sûr, quand même. Oui, bah, le compositeur de Michel aussi. oui. Et le lendemain, j'ai dit à mes copains, les gars, vous savez pas quoi? Hier, j'étais dans une Rolls Avec Michel Polnareff. avec Michel Polnareff. Ils vous ont pas cru, les gars. Mais non, ils m'ont pas cru. Ils m'ont pas cru, mais c'est la vérité. Et quand je suis allé, pour clôturer, quand je suis allé voir Polnareff il y a 1 an ou 2, je crois, à l'Arena, à Paris, et voilà, dans son programme, il avait relaté l'anecdote. Il racontait cette... Il racontait cette- l'anecdote, donc cet c'est épisode. magnifique, qu'il s'en souvenait. Et donc c'est important. Et Michel Polnareff, vous lui avez rendu hommage il y a pas très longtemps dans un de vos Olympiades. Vous avez repris tous les bateaux, tous les Oui, oiseaux. bien sûr, parce que voilà, j'ai toujours adoré. Et un jour, j'ai chanté une chanson qui a fait un tube, L'amour fou, où je me suis permis de chanter en voix de tête. Effectivement. Comme Polnareff n'était plus là, je me suis dit, allez, tu peux maintenant. il est toujours là, Michel Oui, il est Polnareff. On toujours là. l'écoute, on Oui, l'écoute. bien sûr, elle est toujours là. Bateau, tous les oiseaux, une musique de Paul de Senneville, qui était donc aussi le chauffeur de Michel Polnareff, qui c'était vous avait ramené chez vous. Oui, c'était le chauffeur. Ça paraît incroyable, mais c'est la vérité. Alors Fredo, on va continuer comme ça notre petit voyage au pays de vos chansons préférées. Vous êtes né à l'Ercarafridi, Oui. en Sicile, et je crois savoir, mon petit doigt m'a dit, mais il est généralement assez bien renseigné, il m'a dit qu'un certain Frank Sinatra était né là-bas. Oui, remettons les choses en place. Allez. En fait, moi, je suis né via N. Oui. Donc, pour vous situer, voilà. Comme dans tous ces petits villages-là. Faites-nous une carte de la Sicile. Voilà, on y va, on y est. une carte en vite fait. Voilà. Il y a la Grand Place, Oui. avec l'église, donc la Grand Place. Il y a une rue qui monte. Voilà, moi, 400 mètres maximum plus loin, dans une route parallèle, il y a la Via N, où moi je suis né, au 116 Via N. Oui. Et lui, sur la place, il y a une transversale qui s'appelle la Via Gabriella, Oui. où est né son grand-père Oui. et son père. D'accord. Tous les deux, le grand-père marié dans cette église, D'accord. le fils Antonio baptisé dans cette église, D'accord. et moi baptisé aussi
dans cette église. D'accord, mais lui, Frank Sinatra, n'est pas né là. Non, ils sont partis en 1900. Je crois que le grand-père est parti en 1902. Mais toutes ses racines sont là, en fait. Oui, la mère avec les enfants est arrivée en 1903. Mon grand-père a émigré là-bas en 1904. Mais lui est né en 1915 à Hoboken. Voilà, c'était voilà, près de à Manhattan, Oui. près Little Italy. Ils allaient tous là-bas, en fait. On les avait regroupés là. Et c'est pour ça que Sinatra a toujours eu, comment je veux dire, un cœur comme ça vis-à-vis de toute la communauté juive, parce que dans ces endroits-là, il y avait tous les juifs et tous les Siciliens qui étaient mis dans des ghettos. Une espèce de parc à personne, comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, ils ont grandi ensemble, ils ont vécu ensemble. Et voilà, et Sinatra s'est toujours entouré de Sammy Davis Jr. Il le défendait, parce qu'à l'époque, même ceux de couleur ne pouvaient pas dormir dans les hôtels. Bien sûr, où ils étaient, bien tout sûr. ça. Et donc, ils se Il y avait la battaient. ségrégation, bien Oui, sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Ils se battaient, tout ça. Et donc, il est né en Hoboken. Mais en Sicile, maintenant, il y a 2 plaques commémoratives. Une au nom de Frédéric François sur la façade où je suis né, Oui. et celle de Frank Sinatra où son père et son grand-père Père sont sont nés. nés, d'accord, ok. Donc, quand on va sur le site de l'Ercara, on trouve les 2 personnalités. Ce sont quand même des origines communes. Frank Sinatra, vous parliez de sa jeunesse où il avait rencontré, où il avait été élevé un petit peu dans des ghettos. Vous, justement, le fait d'avoir été élevé justement dans un quartier qui n'était pas un quartier riche, le fait d'être minoritaire comme ça, est-ce que ça vous a pas donné une force supplémentaire? Sûrement. Sûrement. Prouver à mon père et à ma mère, vu tout ce que j'avais vécu. Parce que ma mère était la couturière, mon père était le coiffeur, le cordonnier, ils étaient tout, tu vois. Même ceux qui avaient les moyens, ma mère m'envoyait là-bas racheter tous les vêtements et c'est elle qui commençait à les faire pour mes frères. Puis après, mon frère, c'était moi, et puis ça passait de frère en frère. Et puis pour voilà. pouvoir, Donc je savais d'où je venais. Bien sûr. Et vous ne l'avez jamais oublié, ça? Non, jamais. Je les ai toujours mis sur un piédestal, à tel point que le premier bal que j'ai fait en Nouvel An 63, je n'avais que 13 ans, le petit billet qu'on m'avait donné, je C'était l'avais pour eux. mis en dessous de la sous-tasse et la tasse de café en me disant... Demain, quand ma mère va se réveiller, Elle va trouver ça. elle va prendre la tasse de café, elle va trouver le billet. Waouh, elle va être aux anges, ça va faire du bien à la famille, tu vois. Et moi, je me suis endormi avec un grand sourire. Donc, je pense que ma foi, je reviens à ça, Oui. ma foi et ma croyance en ce que je croyais et tout ce que j'ai mis pour arriver à ce que mon votre père et ma désir mère soient fiers de moi, eh bien, je l'ai fait, je voulais qu'ils soient fiers. Et donc, je me suis battu envers et contre tout. Même quand on me disait non, je continuais pour essayer d'arriver. Frank Sinatra fait le même. Exactement, c'est ce que. Et lorsque vous parlez ça, et lorsqu'on lit les différentes biographies, elles sont nombreuses, qui ont été écrites sur Frank Sinatra, on sent cette même rage de vaincre. Oui. On sent cette même rage de l'enfant humilié, de l'enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait et qui va tout faire pour On n'a rien l'acquérir. eu. En fait, on n'avait pas de cadeaux, on n'avait pas de vacances, on n'avait rien du tout. Les vacances, on jouait au ballon, on n'avait pas de vélo, mais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Donc, même quand j'allais sur la foire et je voyais les gens aller sur les voitures, les tamponneuses, ou bien, je sais pas, moi tirer à la carabine ou jouer, je me disais, un jour, quand j'aurai de l'argent, ben moi aussi je pourrais jouer. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais me comprends payer tout à fait. tout ça. Et donc, c'est une force intérieure, une rage intérieure qui vous fait dire, vas-y, tu y crois, je vais t'aider, tu vas y arriver. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Sinatra, c'est un modèle pour vous? Ah, c'est un modèle. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un modèle. Quand lui, il s'est mis en tête qu'il voulait chanter, même si son père l'a mis dehors, un peu comme moi quand j'ai arrêté les orchestres, mon père faisait la gueule en disant, et il avait bien raison, j'ai tellement dépensé d'argent pour toi, j'ai fait tout pour toi, pourquoi tu quittes les orchestres? Et en fait, je m'étais mis dans la tête d'écrire des chansons Et de faire des réussir disques, seul, et de réussir tout seul. tout seul.
Et comme Sinatra, parce qu'il était dans Bien évidemment. les 4 d'Hoboken, et puis il les a quittés en disant non, moi je veux réussir tout seul. Et sa maman ne l'a pas du tout compris à ce moment-là quand il fait Personne, ça. ni sa mère, ni son père. Il est parti pendant 1 an à New York, il a sûrement traîné dans la 52e rue où il y avait le jazz, Oui. tu vois. Et puis voilà, jusqu'au jour où, voilà, au Rustic Cabin, c'était un club à une vingtaine de kilomètres de New York. Voilà, il est garçon de café. Et il demande de temps en temps, est-ce que je peux chanter une chanson, quoi, Il se fait repérer. pour les gens qui sont là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, un peu comme nous, tout ce qu'on a fait, les balles, puis un concours de chant et tout, cette rage vraiment de... Quand vous aviez des moments de doute, c'est à lui que vous pensiez, à Sinatra, à ce destin qu'il s'était construit à la force de ses mains? Je ne sais pas si je pensais à lui quand j'avais des doutes, mais quand j'avais des doutes, je me recueillais sur moi-même et je me disais, mon Dieu, on va y arriver. Je ne sais pas comment, mais on va y arriver. Et en fait, cette pensée positive que tu as tout le temps, un jour ça arrive. Pourquoi? Parce que comme dans un film hollywoodien, un jour, tellement j'y croyais, j'y pensais. Et tellement vous avez travaillé aussi. Oui, mais je Il faut pas travaillais, oublier ça. mais j'y pensais. La force de la pensée. Une voiture rouge s'est arrêtée quand même en face de chez moi, décapotable, et sorti un mec, non pas avec le cigare, mais bien portant, et qui est venu frapper à la maison en disant, voilà, je suis producteur de disques, j'ai entendu parler de votre fils, je veux absolument l'enregistrer. Et donc, il n'y a pas que dans les films, il n'y a pas que dans les rêves. Ce producteur, c'était Constant de Fourny. Constant de Fourny. Et donc, ça veut dire... Un grand producteur belge. Un grand producteur belge. Et donc là, il a commencé à m'enregistrer. Donc, le fait d'y penser et d'y croire avec force, les choses, elles arrivent. Mais Fredo, là encore, il a fallu y croire. Ce n'est plus un mystère. Il y a eu 9,45 tours avant que ça marche. On fait comment pour tenir pendant 9,45 tours? 9,45 tours, c'est plusieurs mois, c'est quelques années. Cette force-là, vous la puisez où? Parce que de 45 tours en 45 tours qui ne marchaient pas, vous auriez pu vous fatiguer, vous lasser, vous décourager. Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué jusqu'à trouver la bonne chanson? Voilà comment ça a commencé. Je suis pas fier en tant que Sicilien, hein. C'est ma femme qui travaillait. Ma femme travaillait en usine et moi j'étais à la maison. Monique, votre épouse? Oui, et moi, voilà, je composais chez moi. Je savais qu'elle arrivait à une telle heure. Je préparais les pâtes, je préparais à manger en me disant, je vais y arriver. Voilà, je faisais partie d'orchestre, je faisais des petites attractions à gauche et à droite. Bien sûr, le producteur voulait amortir ce qu'il investissait. Bien sûr. Et donc, il me faisait reprendre des chansons italiennes, hollandaises. Des adaptations. Des adaptations. Mais des fois, il faut justement qu'il y ait un problème comme ça pour que la bonne chose arrive. Et voilà. Et la chance a voulu qu'un jour, un bateau qui se trouvait en dehors des eaux territoriales belges dise « Waouh, Frédéric François, c'est bien ça !» Et il commence à m'attraquer un disque de son bateau et toute la côte belge allait danser sur ce disque. Et voilà qu'on vend un petit peu plus. Je ne sais pas s'il récupère. Et en tout cas, après les 7 disques, je crois qu'il voulait arrêter. J'ai dit, écoutez, laissez-moi composer mes chansons moi-même. C'est moi qui vais les faire. Sans faire de reprise. Sans faire de reprise. Avec mon ami Marino Atria, qui va faire les paroles. Je suis allé trouver Marino. Je lui ai dit, voilà, tu vas m'écrire des chansons à la napolitaine, tu vois, des chansons... Il n'était pas auteur, Marino, au départ. Il Non, n'était pas auteur. Il était contremaître. Il était contremaître. Oui, mais attention, je l'avais déjà fait écrire depuis l'âge de 13 ans. Hein. Je lui disais, allez, écris-moi des poèmes, moi je vais les mettre en musique. Et le mec, il disait, oui, voilà, ok, ce petit jeune fou, je vais lui faire plaisir. Et voilà. Et au 7e 45 tours, quand je dis à Marino, tu vas écrire à la napolitaine, tu vas déchirer le cœur, les grandes chansons d'amour, comme si c'était la commedia dell'arte, tu vas dire des mots. Les chansons de votre papa. Les chansons de mon père. Et voilà qu'on fait ce 45 tours. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. 13 semaines numéro 1 dans un hit parade. Ils n'avaient jamais vu ça dans la petite Wallonie. Plus de 100 000 disques vendus. C'était un hit parade anglais. Encore et toujours Frédéric François numéro 1. C'était Radio Caroline qui vous passait beaucoup à l'époque? Non, il y avait 3 bateaux. Oui. Il y avait Caroline pour les Anglais. Oui. Le bateau Amigo pour la Belgique. Oui. Et le Hollandais s'appelait Véronica. D'accord. Ou l'inverse, Véronica pour les Anglais. Et voilà. Mais Caroline pour l'autre. C'était Caroline, Véronica et Amigo. Des jolis prénoms. Voilà. 3 bateaux comme ça que les autorités attendaient
qui est, je sais pas moi, une tempête et qui Bien passe sûr. naufrage pour les récupérer. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. On en revient à Frank Sinatra. Vous avez voulu entendre Stranger in the Night. Pourquoi ce titre? Il évoque quoi pour vous? Ah, je suis sur mon petit muret. Oui. Parce que tous les après-midi, j'allais au conservatoire, où je préparais voilà, mes devoirs, tout ce que j'avais à faire pour le conservatoire. Et puis, j'allais me mettre sur ce petit muret avec ma guitare et je me répétais toutes les chansons que j'ai dans un cahier, une centaine de chansons qui ne sont jamais sorties, voilà, qui avaient une connotation Paul Naref, qui avaient une connotation Adamo, qui avaient une connotation des chanteurs de l'époque. Et ma femme, qui travaillait en usine habitait le premier bloc. Et voilà, je la regardais, voilà, je la connaissais bien, je passais tout le temps par là. Je faisais partie d'un groupe de copains, mais moi je faisais pas partie de ce groupe-là. D'origine belge. Voilà, la mère est d'origine polonaise, mais née en France, elle est française. Elle a marié un Belge, Oui. des Flandres qui sont venus s'installer en Wallonie. Et nous joli avons chemin. des enfants italiens, belges, Polonais. avec du sang polonais et avec du sang français. Un très beau métissage. Oui, un métissage magnifique. Et donc voilà. Et cette fille, qui était en train d'aider sa mère à nettoyer, quitte la maison, le bloc. Oui. Oh, elle vient me retrouver sur le petit muret. Qu'est-ce que tu fais? Je dis voilà, je compose des chansons. Elle vous drague, quoi, en fait. Elle vous drague. Oui, dans ma tête, elle me drague, j'en suis sûr. Monique, si vous nous écoutez. Est-ce que je pourrais écouter une chanson? Oui, oui, moi, avec plaisir, je lui fais écouter. Elle me dit oh, waouh, mais attends. Tu dois pas te décourager, tu dois y aller à fond. C'est magnifique, tu vas réussir. C'est la première femme de ma vie qui me soutient et qui me dit que C'est génial. que Ça va marcher. oui, que ça va marcher, qui m'encourage. T'imagines? Jamais aucune. Elle m'avait toutes laissé tomber jusque-là. Et là, elle vous dit, vas-y. Oui, vraiment. Et elle me dit, voilà, demain, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, je ne sors pas parce que, bon, j'ai pas les moyens. Elle dit, ne tracasse pas. Si tu n'as pas les moyens, je te payerai la place. Il y a un dancing à Tiller, le rallye, on ira danser. Elle vous a vraiment dragué, hein, je pense. Oui. Et Honnêtement. alors, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, maman, donne-moi un peu d'argent quand même, parce que tu vois, je ne peux pas aller là sans argent. Bien sûr. Et voilà, je suis allé là-bas. Voilà, je me suis assis, un peu Timide. un peu perdu, timide comme d'habitude. Et à un moment donné, elle me dit, on danse? Et je dis, bah oui. C'est pas moi qui lui ai dit, on danse, elle qui m'a dit, on danse? Je dis, bah oui, allez, on danse. Et on danse sur une chanson de Sinatra, Strangers in the Night. Et là, ça fait combien de temps que vous dansez avec elle maintenant depuis Et combien maintenant, d'années ça fait 50 ans que je danse avec elle. On l'écoute pour Monique, Stranger in the Night. Stranger in the Night, le choix de Frédéric François dans ses chansons de ma vie sur Radio J. Frédéric, on va un tout petit peu accélérer le temps. Vous êtes maintenant, on est au début des années 70. Vous arrivez en France, les premières émissions, les premiers grands rendez-vous télévisuels avec Guy Lux. Vous arrivez pour la première fois à Paris, en fait. Vous arrivez de Liège, vous vous retrouvez pour venir défendre votre premier énorme succès qu'on entend sur toutes les ondes. C'est Laisse-moi vivre ma vie, c'est ça? Ou Je voudrais dormir près de toi? Je voudrais dormir près de toi. D'accord, c'est Je voudrais dormir près de toi. Vous débarquez, vous n'aviez jamais mis les pieds à Paris? Non. Donc la première fois que je viens à Paris, j'arrive gare du Nord, il y a un attaché de presse qui m'attendait. Et voilà, et je commence à découvrir les radios, les plateaux de télévision. Et puis, Guy Lux me dit, à l'attaché de presse, voilà, j'aimerais avoir Frédéric François. Je crois que c'était à Nogent. Est-ce que c'était la fête du vin blanc, je crois, à Nogent, un truc comme ça. Donc, il y avait des chars qui circulaient dans toute la ville. Et devant moi, le char devant moi, c'était Mike Brandt. D'accord. Et moi, j'étais dans le char qui le secondait. Et lui, il chantait Laisse-moi t'aimer. Et moi, je chantais Je voudrais dormir près de toi. Vous étiez en concurrence à l'époque. En tout cas, les médias vous mettaient en concurrence. Oui, peut-être que les médias nous mettaient en concurrence, mais non, mais je pense que nous étions vraiment les deux seuls chanteurs qui chantions que des chansons d'amour, vraiment, comme moi je les pense à la napolitaine, c'est-à-dire... Et avec une véritable voix. Oui, avec Aussi. une voix et avec une mélodie et avec des sujets importants. Donc Mike, bien sûr, je le retrouve dans toutes les rédactions de tous ces journaux people qui se créent. Oui. Super Géant. Podium, Stéphanie. Podium, Stéphanie et tout ça. Donc nous sommes tous dans ces rédactions. Et voilà, puis on se retrouve sur les plateaux de télévision. Quand je passais devant lui, il me disait « Allez, bonne chance Fredo » avec son accent. « Vas-y Fredo, allez, vas-y ». Et voilà. Et Moïse Benita le connaissait très bien.
Hein, Moïse Benita, qui est votre manager, voilà. qui est votre manager depuis des années, qui a vécu en Israël, qui a Oui, fait la bien guerre sûr. en Israël et qui connaissait Mike. Oui, je connaissais Mike, bien sûr. Et donc, voilà. Mike et moi, je pense que nous avons vraiment marqué les années 70. On a mis une empreinte très forte de par allez, Votre au voix. niveau musical, mais au niveau vestimentaire aussi. Les chemises à jabot qui sortaient des manches, ses pattes d'éléphant, ses chaussures à semelles compensées. Qui vous grandissait un petit peu. Quelques centimètres. Quelques On centimètres. avait des talons de 10 ou de 15 centimètres. Mais voilà, on marquait une époque, quoi. On marquait une vous a époque. appelé à l'époque les chanteurs à minette. Et nous sommes devenus les chanteurs à minette, mais c'est tout simple. On arrivait en spectacle, moi je voyais des affiches, Mike passait je ne sais pas où l'après-midi, moi je passais le soir, ou il passait dans un autre endroit que je repassais le lendemain. Et voilà, et avec Mike, vu que c'était des chansons d'amour destinées aux femmes, ben, il y avait un public féminin énorme, mais qui hurlait tellement fort, ça passait dans la sono, et nous avions des petites sonos. Les filles tombaient dans les pommes. En fait, c'était Le délire. le délire. Nous étions devenus les chanteurs à minette, mais d'où le mot, parce qu'il n'y avait que des minettes, C'est ça. soit dans des champs, sous les chapiteaux, partout, quoi. Alors, justement, Fredo, vous évoquez ça, vous êtes aujourd'hui un chanteur de charme. Pour votre entourage, pour celles qui vous accompagnent depuis 50 ans, ça doit pas être évident de vous partager comme ça avec toutes ces femmes qui attendent quelque chose de vous. Ça doit pas être... Je ne sais pas si elle me dit la vérité, mais l'autre jour, elle m'a dit encore, et elle me le dit depuis souvent, j'adore que tu sois entouré de femmes. Je trouve ça magnifique. Ça la valorise. Tu es un beau mec, c'est normal. Mais c'est elle qui est la reine dans tout ça. Fredo, une autre... Je reviens toujours à la maison. Bien évidemment. Une autre question que je ne peux pas vous poser. Vous êtes père de famille, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Vous arrivez facilement à faire le switch entre Frédéric François, l'homme public, le chanteur public, et le papa qui rentre à la maison. Vous avez toujours su doser, appuyer comme sur un interrupteur, comme ça, pour ne pas que les deux personnages se confondent. Oui, peut-être pas au début. Peut-être pas au début, parce que quand on a 20 ans et tout ça, on veut décrocher la lune, donc on se dit non, je peux pas refuser. Et donc, voilà, je loupais plein de trucs. Les enfants sur la scène en fin d'année, des vacances de Pâques, parce qu'on me demandait absolument de faire un truc. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, à partir d'aujourd'hui, la fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, Noël, Pâques, les grandes vacances, fini. Tu seras à la maison. Et donc maintenant, quand j'arrive à la maison, j'enlève ce costume de Frédéric François et je rentre à la maison Francisco Baracato. C'est fini. Je suis le papa, je suis le papounet. Et vous êtes une vraie mère juive, vous, avec vos enfants. Quoi ? Vous êtes une vraie mère juive avec Oui, vos enfants. non seulement Très ma protecteur. femme est une mère juive, mais moi je suis un papa juif et je pense à ma mère parce qu'elle avait des coutumes aussi très de juifs quand elle préparait la viande, qu'elle la faisait dégorger dans du sel pendant des heures. Ah ouais. Ah oui. Elle cachérisait la viande au oui, votre moment. mais c'était terrible ça. Pas oublier que ma mère s'appelait Salem et que avant Jérusalem, avant le roi David, ça s'appelait Salem. C'est après que c'est devenu Jérusalem. Donc vous êtes en train de nous dire en direct ici sur Radio Juif que peut-être, certainement, vous êtes juif. C'est pour ça que vous êtes si sympathique. Oui. Il faut pas oublier mes petits-enfants. Et j'ai deux petits-enfants qui sont juifs. Dites, ben voilà, vous êtes ici chez Ma vous de toute petite façon. Nina et mon Mathéo, et bien sûr, de père, de grand-père juif, oui, tous. C'est magnifique. D'ailleurs, avec son père, on disait, voilà, on va faire une bar mitzvah bientôt. Une bar mitzvah. Alors, pour les filles, c'est une bat mitzvah, et pour les garçons... Je parlais de Mathéo. Ah d'accord. C'est le père de Mathéo. Oui. D'accord. Alors, quelqu'un qui a fait sa bar mitzvah, dont vous nous parliez tout à l'heure avec beaucoup de bonheur, on va l'écouter. Laisse-moi t'aimer, Maï Brandt. On l'écoute. Waouh, génial. Laisse-moi t'aimer, Maï Brandt, le choix de Frédéric François dans les chansons de sa vie sur Radio J. Vous connaissez l'histoire de cette chanson ? Oui, parce que c'est Foxy, Jean Renard, Voilà. qui a écrit les paroles et il les a chantées phonétiquement, en fait. Effectivement, il ne parlait pas un mot de Non. français. Il a, en hébreu,
traduit phonétiquement Oui, c'est ça. Hein. ce que Jean Renard lui avait écrit, et il a chanté cette chanson. On a l'impression qu'il vit la chanson, alors qu'en fait, il ne comprend pas un traître mot de ce qu'il chante. Oui, et en plus, c'est Charvier qui l'a enregistré. Au studio 92. Et Charvier était mon ingénieur du son pendant des années et des années. Tu vois ce que je veux dire le parallèle, c'est important. Bah, tout ça, c'est le même fil, c'est la même pelote de Oui, laine c'est qui se... exactement. Fredo, au bout de 50 ans de carrière, c'est quoi pour vous une bonne chanson? Oh, une bonne chanson est une chanson qui est très difficile à faire, qui paraît facile, mais qui va être fredonnée par des millions de gens et qui va faire partie de la vie des gens. Ça, c'est une bonne chanson. Vous le savez, vous, quand vous avez fini, lorsque vous refermez le clavier, vous savez si ce jour-là, vous avez écrit une mélodie qui va rester ou pas? Vous le sentez tout de suite, vous avez un instinct par rapport à ça? Mais non, je ne le sais pas. Jamais, jamais, jamais. Non, si je le savais, j'ai pas voulu chanter Laisse-moi vivre ma vie, j'ai pas voulu chanter Chicago, j'ai pas voulu chanter Mon cœur te dit je t'aime. Vous n'avez pas voulu chanter, vous les avez chantés quand même. Oui, mais parce que je me disais non, ça marchera pas, ou voilà. Il faut pas me laisser choisir parce que moi je me les chante 10 fois par jour, je me les matraque. Et donc, et chaque fois la dernière mélodie est peut-être la meilleure. Mais bah, le ciel fait que sur 10 ou sur 12 chansons qu'on écrit, il y en a toujours une qui va ressortir et qui va être un tube. Voilà, c'est ça, les vrais tubes, c'est les chansons que les gens s'approprient et chantent et font partie de leur vie. Voilà. Il y a des chansons, est-ce qu'il y a une chanson à laquelle vous ne croyez absolument pas et qui est devenue un tube malgré vous? Est-ce que vous avez comme ça un exemple dans votre répertoire, un truc sur lequel vous n'auriez pas misé un copec et qui a fini par devenir un tube et pour le public? Oui, par exemple pour toi. La phase B de Je voudrais dormir près de toi. Oui, que tu connais bien. Oui, que je connais très bien. Oui, oui. Donc voilà, celle-là, ça m'a échappé. Il y a des chansons que j'ai pas voulu chanter, mais qui finalement, voilà, sont devenues des tubes énormes. Et puis des fois des chansons auxquelles on croit moins et qui sont devenues des tubes énormes aussi, tu vois. En fait, c'est le public qui a Mais c'est raison. le public qui est vraiment décisionnaire. C'est lui qui décide si oui ou non ça va devenir un tube et si ça va aller pendant des années, ça va continuer le succès et ils vont jamais oublier la chanson, quoi. Des chansons qui ont maintenant 30 ou 40 ans et qui se chantent toujours. Donc voilà. 50 ans de succès, vous l'expliquez. C'est difficile d'être à la fois jugé parti, mais si vous prenez un tout petit peu de recul, selon vous, c'est quoi la clé de votre succès aujourd'hui? C'est le travail, le travail, le travail et le travail? Le travail, le travail, le travail, mais pas que le travail. Le talent, bien sûr. Le talent, le talent, le talent, mais pas que le talent. C'est quoi le petit plus? C'est la chance? Non, la foi. La foi. Encore une fois, on y retourne. On y revient. On y revient. Je crois en moi, je crois en mes capacités. Et quand je mets mes mains sur le piano ou sur la guitare, tôt ou tard, une mélodie me vient parce que j'y crois et que je veux absolument créer le meilleur de moi-même pour l'offrir, pour en faire cadeau au public. Au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Et donc, comme une locomotive, quoi. Je ne m'arrête pas dans la mesure où j'ai cette foi. Et même si les modes, elles changent, et même si des nouvelles générations arrivent, eh ben, j'arrive à épouser l'air du temps et à continuer encore et encore. Alors, Fredo, on ne pouvait pas aller au bout de cette émission sans parler de quelqu'un qui compte vraiment beaucoup pour vous, qui est Roberto Alagna. Parlez-moi de cette rencontre. J'ai fait une émission l'après-midi, une émission de Lambroso. Oui, Daniela Lombroso. Daniela Lombroso. Et dans cette émission, il y a Roberto Alagna et Salvatore Adamo. Tiens. Voilà. Comme par hasard, les trois Siciliens. Des origines communes. Des origines communes. J'avais jamais rencontré Roberto Alagna, que je connaissais. Et lui, quand il m'a vu, c'est comme si il voyait quelqu'un qu'il connaissait depuis des années, des années. Un grand frère. Un grand frère. Et donc, voilà, moi, dans l'émission, je devais chanter 2 chansons de Paul Naref. Chacun devait chanter des chansons. On a tout chamboulé. Mais alors là, tout chamboulé. Parce que ça, quand Alagna m'a vu, Roberto, il a dit, mais attendez, moi, Frédéric François, il fait partie de ma vie en France. On le regardait à la télévision, on chantait toutes ses chansons. D'ailleurs, écoutez bien, donnez-moi une guitare. Il prend une guitare et il commence à chanter « Laisse-moi vivre ma vie ». D'accord. Donc, il connaissait « Laisse-moi vivre ma vie ». Et puis, quand lui
interprété son titre. Il a dit, Salvatore, Fredo, allez, venez chanter avec moi. Comme si on était à la maison. Tu vois, Cécile a dit, hey, les amis, allez, venez chanter. Donc, mais c'était pas prévu. Le trio s'est fait comme ça. Voilà, c'était pas prévu. Jamais. À l'improviste. À l'improviste. Est-ce que les lumières étaient faites? Non. J'ai pas chanté Polnareff. On a tout chamboulé. On a chanté au Sole Mio, on est monté sur les sièges avec Salvatore pour essayer de couvrir la voix de couvrir la voix de Roberto, le final et tout ça. Et voilà. Et depuis, on est devenus de grands amis. Il est venu à l'Olympia chanter avec moi le Parrain. Oui. Voilà, grand moment à l'Olympia. Voilà, on se téléphone. Et un jour, il m'a appelé, il dit, voilà, je fais un spectacle qui s'appelle Little Italy et je vais reprendre les Italo-Américains. Est-ce que tu veux venir la chanter avec moi? J'ai dit oui. Et alors Salvatore est venu chanter Tombe la neige. Moi, avec lui, j'ai chanté les Italo-Américains. Et voilà. Et c'est un spectacle qui a très très bien marché, oui, d'ailleurs. Oui, du tonnerre. Et donc voilà, on est amis. Et quand il chante, en fait, je reviens au prêtre père de notre vie. Quand je l'entends chanter les airs d'opéra et quand je l'entends chanter en sicilien et tout ça, je revois mon père. C'est ça. En fait, voilà, il fait renaître en moi tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, toutes ces ambiances, je le revois. Celui qui a cru en vous, celui qui vous a porté. Exactement, je revois tout le monde. La boucle est bouclée, quoi. La maison où on habitait, tout. Voilà, la boucle est bouclée. Et voilà, pour moi, Roberto, waouh, il fait revivre mon père, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà, j'ai choisi une chanson... Abalati, on l'écoute tout de suite. Fredo, vous allez me dire si je prononce bien, on va prendre un petit cours d'italien. Roberto Alagna, Abalati, c'est ça, c'est comme ça? Abalati, allez-y. Mais vous la chantez bien, vous pouvez pas nous en faire un petit bout a cappella comme ça? Vous l'avez fredonné, c'était vachement bien. Allez, un petit cadeau pour nous. Voilà, c'est un truc qui fait ça. Abballate, femminiscetti e maritate, e su una ballate buono, non ci cante, non ci sono. Merci. Je regardais les paroles en même temps. Écoutez, ce soir de Fête des Amoureux, c'est le petit cadeau que vous faites aux auditeurs et aux auditrices de Radio J. Fredo, on est presque arrivé au bout de ce petit parcours. On pourrait parler des heures avec vous. Une question que je pose à tous mes invités. Aujourd'hui, vous avez eu tous les honneurs, vous avez eu tous les succès. Quel est le rêve artistique qu'il vous reste à assouvir aujourd'hui? C'est quoi cette petite étoile que vous avez encore envie d'aller décrocher? De par mes croyances et ma croyance et tout ça, je sais pas, je voudrais aller chanter en Israël. Ça, alors là, pour le coup, je pense qu'on peut vous filer un coup de main. Je sais pas, mais chanter en Israël. Je suis allé souvent en vacances. Hein. Mais jamais chanté. Mais jamais chanté. Oh, je suis sûr que là, vous seriez reçu comme un roi là-bas. Ben, j'espère. Eh ben, écoutez... Je me réjouis en tout cas, si ça se faisait. Bon, et si vous y allez, on vous accompagne. Ah oui. Vous me prenez dans vos valises? Dans mes bagages, oui, direct. Fredo, merci mille fois d'avoir fait ce petit détour par Radio J. C'était un véritable plaisir de vous avoir. Merci. Un plaisir pour nos auditeurs, un plaisir pour nos auditrices et un plaisir très très personnel de vous avoir à ce micro. J'étais très heureux, vraiment. Ça m'a Merci fait très Fredo, plaisir. à bientôt, merci. Ciao.